Par M. Baron, son vice-président, avec qui nous avons l'honneur et le plaisir de co-organiser cette réflexion autour d'un principe totem, j'allais dire, du droit de notre comptabilité publique, principe ordonnateur et comptable, qui, comme tous les principes fondateurs, est appelé à des évolutions inévitables. On a à la fois beaucoup parlé de ce principe, en particulier au moment de la LOLF. J'ai en mémoire un colloque que vous avez organisé avec la Revue française de finances publiques, et il y avait eu des mots très sévères. Le Claude Darcourt, qui était à l'époque ordonnateur, je ne me rappelle plus à quel endroit il était ordonnateur, et qui avait dit que ce principe était totalement inadapté. Et quelle n'a pas été ma surprise, il y a quelques mois de cela, il y avait un colloque organisé à l'Assemblée nationale, managé la LOLF, organisé par la Cour des comptes et l'Assemblée nationale, avec le soutien de la Revue française de finances publiques, notamment. Et Claude Darcourt, qui était à la même tribune que moi, puisque nous étions conviés à réfléchir sur le management de la LOLF, Claude Darcourt n'a pas eu la même sévérité. Donc cela montre que finalement les opinions peuvent varier et qu'il peut y avoir des revirements d'appréciation, notamment à l'égard de ce principe ordonnateur et comptable. Les temps de refondation que nous vivons en France, mais aussi partout, je voudrais saluer la présence dans cette salle de la comptabilité publique du Maroc, de la trésorerie générale du Royaume du Maroc, représentée par son trésorier général, M. Bensouda, et son équipe, une équipe de cette administration. Signaler également que cette trésorerie générale du Royaume du Maroc co-organise avec Fondafip le 4 juillet prochain un colloque sur le centenaire de la trésorerie générale du Royaume du Maroc. Nous avons été enthousiastes pour participer à cette commémoration, et ce sera une autre occasion de réfléchir effectivement sur l'adaptation et l'évolution des principes et des règles de la comptabilité publique. La trésorerie générale du Royaume du Maroc est connue, se signale pour son dynamisme particulier dans la réflexion sur les finances publiques et sur, plus généralement, sur tout ce qui concerne la comptabilité publique. Notre sujet est un sujet fondamental, puisqu'il concerne la question de savoir si ordonnateur et comptable public, ça peut être un modèle pour l'avenir. Le titre, je n'ai pas participé à la formulation du titre, et je me suis dit, en voyant quel modèle pour l'avenir, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'un modèle pour l'avenir, pour l'interrogation. Si c'était un modèle pour l'avenir, cette formulation pourrait suggérer qu'il peut y avoir l'opinion que ce principe est inadapté et en tout cas à remplacer par une autre approche. Quel modèle pour l'avenir peut laisser entendre qu'il y a des adaptations possibles? Elles ont d'ailleurs été opérées par le décret du 7 novembre 2012 sur la comptabilité publique. Merci David en face de moi, en souriant. C'est vrai qu'il y a eu des approches importantes, des évolutions importantes avec ce décret du 7 novembre 2012 qui a notamment introduit de nouveaux acteurs et pas simplement les ordonnateurs et les comptables traditionnels, en particulier les ordonnateurs sous le terme de gestionnaire public ont connu une évolution différente. Mais on n'a pas épuisé toute la réflexion, et par conséquent, pour ma part, j'attends beaucoup de cet après-midi sur le fait de savoir s'il y a un principe qui est né finalement au début du XIXe siècle, a encore une vitalité et une force à laquelle nous pouvons puiser pour régler nos problèmes du XXIe siècle. Donc, c'est avec grand plaisir que nous participons effectivement à cette nouvelle édition de vos manifestations au sein de Fondafip. Donc moi je vais représenter la DFCG, je vais me permettre de faire une brève introduction. Donc la DFCG est une association de directeurs financiers de contrôle de gestion qui regroupe essentiellement des membres du secteur privé. Nous avons 3000 membres à ce jour. Et il existe au son sein un groupe service public que j'anime avec Emmanuel Ligny à
qui est directeur financier au sein d'Univers Sciences et qui devait aussi faire cette présentation et est présent parmi nous aujourd'hui. Et donc l'association et le groupe Service Public, effectivement, s'emparent des sujets qui touchent à la réforme économique, à la réforme financière, à la réforme budgétaire des entités de service public. Donc on a mené différents travaux sur ces thèmes, différentes réflexions, des livres blancs sur la performance, sur la relation entre les comptables et effectivement les ordonnateurs. Et donc on est très motivé effectivement pour voir comment une association comme la nôtre peut apporter aussi sa contribution aux réflexions qui touchent l'organisation financière et comptable des entités de service public. Ce qu'on a voulu cet après-midi, c'est regarder vraiment ce qu'était la comptabilité publique telle qu'on l'entend, c'est-à-dire c'est pas une comptabilité à opposer de comptabilité entreprise, mais c'est tout le système d'organisation de la fonction financière et comptable des entités publiques, donc avec ces deux entités de base, l'ordonnateur, le comptable, tel qu'on les entend traditionnellement, et effectivement il y a d'autres acteurs qui arrivent, mais c'est surtout l'ordonnateur, le comptable, et de voir comment ces principes de la comptabilité publique évoluent compte tenu du contexte actuel. Alors là, c'est donc les propos introductifs portent sur la comptabilité de l'obsolescence des modèles. Alors j'ai mis un point d'interrogation pour éviter d'être trop brutal dans cette affirmation, mais ce sera l'objet de mes propos, plus des deux tables rondes tout à l'heure. C'est pour ça que Marie-Christine avait raison de dire qu'il fallait qu'on réserve des questions après ces différentes interventions. Alors ce que je voudrais dire, c'est que de mon point de vue, la comptabilité publique a été confrontée avec un véritable changement de paradigme, pour utiliser un langage technocratique, et que ce changement de paradigme ébranle les fondements même des piliers sur lesquels la comptabilité publique s'est construite. Je voudrais faire deux remarques préalables avant de donner la parole aux participants. La première remarque, c'est qu'on parle de comptabilité générale dans tous ces débats. On se réfère à l'entreprise comme si la comptabilité entreprise allait de soi, même pour l'entreprise. Je ne vais pas du tout développer ce point, mais je voudrais quand même rappeler qu'il y a aussi des problèmes de comptabilité d'entreprise, que la comptabilité d'entreprise n'est pas la panacée qui peut résoudre tous les problèmes, et que dans le monde de l'entreprise, on vit aujourd'hui une situation tout à fait inédite et potentiellement très traumatisante pour les comptables, c'est qu'il y a deux référentiels comptables. Il y a les normes comptables nationales avec le plan comptable général, le code de commerce, etc. Et il y a les normes internationales avec les IFRS. S'il y a deux référentiels comptables, ça veut dire qu'il y a deux images fidèles. Ces deux images fidèles, la question qui se pose, c'est est-ce qu'elles sont toutes les deux fidèles? Est-ce qu'il y en a une qui est plus fidèle que l'autre? Et souvent, l'action du public, quand on lui présente deux images fidèles, c'est de considérer que finalement, il n'y en a aucune qui est vraiment fidèle. Donc, voilà, je ne vais pas du tout développer ce point, mais je vais simplement dire que la comptabilité générale, si ça suscite autant de débats dans le domaine public, c'est aussi parce que c'est quelque chose qui ne va pas forcément de soi, y compris dans le domaine de l'entreprise, pourtant à l'origine du développement de cette comptabilité. La suppression des doublons, la suppression des doubles tâches, c'est quelque chose sur lequel on est aussi sensibilisé au sein de la ville de Paris, avec notre comptable public. Et puis, on a aussi l'aspect sensibilisation, comme disait Bernard Adams tout à l'heure. Il y a certaines collectivités qui sont sensibilisées. Il y a cette démarche pour fiabiliser les états financiers, pour jouer le jeu en quelque sorte de la comptabilité d'exercice, la comptabilité en droit d'exercice, en droit à constater. Donc on s'est doté d'équipes dédiées. On a un système d'information performant qu'on fait évoluer. Donc c'est le même système d'information que l'État d'ailleurs, hein. C'est la même, c'est SAP. Donc on a ce système d'information performant qui nous permet justement d'aller de l'avant. Le public semblait assez différent dès qu'on pouvait anticiper ou intuiter que c'était des choses différentes. Je vais même plus loin, c'est le modèle économique
économie qui est strictement l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, dans le privé, vous engagez des dépenses pour générer des recettes, et dans le public, vous partez de recettes pour dépenser. C'est juste l'inverse. Alors, je ne dis pas que, pour autant, le référentiel à un modèle de comptabilité privée est absurde. Simplement, il faut toujours avoir en tête, notamment au niveau des restitutions et de l'usage qu'on en fait, de cette petite différence qui, vous me le concéderez quand même, est quand même relativement importante. En fait, et pourtant, donc, malgré tout ce qui a été fait dans ce domaine, et encore une fois, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses de faites, finalement, on en est toujours à la recherche de modèles. Puisque c'est le thème, effectivement, de notre échange aujourd'hui. Et là, on parle du modèle du comptable public. Je n'ai pas dit le comptable public modèle, mais il y en a beaucoup, forcément, évidemment. Et donc, pour que 15 ans après, on en soit encore là, quel est le problème, j'allais dire? Parce que comme ça, j'ai l'impression, moi, à titre d'observateur, aussi d'acteur, on y reviendra, mais d'observateur extérieur, qu'on a fait 80% du chemin. Qu'est-ce qui manque? Pourquoi on est encore à la recherche de modèles? Moi, je vais vous parler donc du sujet de l'informatisation des procédures budgétaires et comptables. Et pour vous parler de ce thème, je vais commencer par faire un petit coup de flashback et vous reporter pour l'État dans l'informatique qui existait, on va dire, 10 ans avant la LOLF. Je crois que quand on regarde le panorama applicatif qui existait à l'époque, on avait appliqué, dans le strict respect de la lettre, le principe de séparation ordonnateur comptable. Sans doute considérait-on que chacun devait rester chez soi et que c'était comme ça que, sinon les vaches, au moins les données publiques allaient être bien gardées. Cette situation, qui peut s'expliquer compte tenu de l'organisation et de la culture qui était en vigueur à l'époque, présentait des inconvénients majeurs, notamment donc, la principale, c'était l'absence d'une vision globale des aspects budgétaires et comptables, financiers en général. Les ordonnateurs avaient une vision qui s'arrêtait au lapin, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, dans l'ignorance d'ailleurs immédiate de la prise en charge du retour, de la suspension ou du rejet. Et le comptable, lui, connaissait que ce qu'il avait pris en charge. Et chacun donc, exerçait son métier dans ce contexte. Et quand on a cherché à améliorer les choses, on a développé des systèmes d'interface qui ne répondaient bien évidemment que très parfaitement, qui étaient un progrès, mais qui ne répondaient pas totalement à la problématique globale des limites de ces systèmes. Donc du coup, je vais citer quelques exemples qui sont peut-être anciens et qui étaient très caractéristiques des inconvénients de ces organisations. On avait des systèmes différents qui géraient des données identiques. Je pourrais citer par exemple des inconvénients qui étaient liés à la gestion des adresses pour les contribuables. Quand le comptable avait une changement d'adresse, il le remontait du côté des services fiscaux, et quand les services fiscaux avaient un changement d'adresse, ils le transmettaient au comptable, mais c'était la périodicité claire déterminée qui faisait que très souvent la relation avec le contribuable ne se faisait pas avec la bonne information. Cette seconde table ronde s'intitule « Un modèle conciliant logique publique et logique d'entreprise ». Alors là aussi, c'est une formulation, mais qui peut être comprise comme voulant signifier est-ce que le modèle actuel est un modèle dans lequel il y a une conciliation harmonieuse de la logique publique et de la logique d'entreprise? Est-ce que c'est plutôt une coexistence pas toujours harmonieuse dont il s'agit? Est-ce que nous avons véritablement une coexistence d'ailleurs de ces deux logiques? La première table ronde avait déjà permis d'avancer dans ce sens. J'ai bien noté l'intervention de M. Baumel, notamment, qui a traité de l'adaptation de la logique d'entreprise au sein du secteur public. Si vous permettez, M. Baumel, le passage, lorsque vous avez dit que c'était l'inverse dans le public, qu'on part des dépenses pour aller vers on part des recettes pour aller vers les dépenses, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ceci, parce que dans le secteur public, c'est une logique non marchande. On part des dépenses, il y a des services à assurer, c'est les services publics, ce qui oblige à aller vers les recettes. Dans les entreprises, on va ni vers les recettes, vers les dépenses, on va vers la recherche du profit. C'est évident pour les acteurs du secteur privé qui veulent y revenir, mais cette responsabilité est exorbitante à la fois par l'existence d'infractions spécifiques, d'occasions,
faire une faute, pardon, d'employer ce terme, qui sont propres à l'ensemble des gestionnaires publics, et puis également par l'existence de juridictions particulières chargées de mettre éventuellement en œuvre la responsabilité de ces mêmes acteurs de la dépense et de la recette publique dans ces circonstances d'infraction ou de faute. En effet, ce qui caractérise notre système, c'est la multiplicité et la diversité des champs de contrôle. Tout le monde a une responsabilité civile, tout le monde peut répondre de ses actes d'un point de vue pénal, tout le monde ne répond pas, toutes les personnes physiques ne répondent pas de leurs actes en matière de discipline budgétaire et financière. Donc voilà déjà un sous-ensemble au milieu de toute personne dont la responsabilité peut être interrogée, qui sont les justiciables de la CDBF, et on sait qu'à l'exception, on va dire, des ministres ou des élus, tout responsable, tout administrateur, tout acteur d'une entité, quelle qu'elle soit, quel que soit son statut, contrôlé par la Cour des comptes, devient ipso facto un justiciable potentiel de la Cour de discipline budgétaire et financière. Autre sous-ensemble, qui n'est pas le même, qui fait intervenir le même objectif, discipline disciplinaire, le même terme, les agents publics souffrent, sont responsables disciplinairement. Je reviendrai pour ma part en tant que comptable public, en tant que CBCM, le contrôleur budgétaire comptable ministériel, en l'occurrence auprès du ministère des Affaires étrangères et du développement international, sur la question du contrôle interne. C'est vrai, vous l'avez dit, on a certainement, je dirais, des préoccupations croissantes de transparence dans la société et auprès de nos concitoyens. C'est vrai qu'on a un système de responsabilité des agents publics qui est largement, ou en tout cas au moins pour partie spécifique à la sphère publique, mais c'est vrai aussi, et j'essaierai de le montrer, que le contrôle interne participe de la protection des deniers publics, participe de la qualité des comptes publics et de la transparence, de cette préoccupation de transparence. C'est donc sur ce fil rouge du contrôle interne que j'interviendrai, vous l'avez dit, Marie-Christine. On a là une bonne illustration de certaines proximités entre la logique d'entreprise et la logique publique en matière de tenue des comptes. Mais avant d'en venir au contrôle interne, il est peut-être intéressant d'avoir une remise en perspective préalable, pour savoir, je dirais, d'où vient ce mouvement. On l'a dit dès les propos initiaux, c'est, je dirais, dans le secteur public, certainement la LOLF, mise en œuvre maintenant il y a plus de 10 ans, qui a lancé ce mouvement de réforme comptable et qui a emporté un certain nombre de conséquences, mise en place d'une comptabilité d'exercice à côté de la comptabilité budgétaire et déploiement d'un dispositif de contrôle interne. Même si le dispositif de contrôle interne, il existe dans toute entité, simplement il a été approfondi. Comptabilité générale et comptabilité, je dirais, au sens latin ou français, comptabilité par nature de charge et de produit, non pas par comptabilité, je dirais plutôt anglo-saxonne, par fonction. Trois temps, je dirais, en apparence, deux mondes différents. La comptabilité de l'entreprise, ça a déjà été dit, je vais le repréciser plutôt au niveau des collectivités, deux mondes différents. Et puis je me suis posé la question d'une comptabilité pour qui? Tout à l'heure on a parlé de la comptabilité du comptable, c'était pour lui, mais c'est la comptabilité pour qui? Notamment au niveau des collectivités, je me posais la question, pour qui? Et puis, je dirais, troisième temps, ça sera une comptabilité publique qui est peut-être dotée d'outils, peut-être à rénover, à moderniser, à toiletter. Premier temps, donc deux mondes différents, de comptabilité d'entreprise d'un côté. Alors, pour l'anecdote, je m'arrive de former des experts comptables à la comptabilité publique. Ils découvrent. Ah, je suis surpris, ils disent, qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment, on a un module au Conseil supérieur des experts comptables, et ils découvrent. Qu'est-ce que c'est que cette comptabilité publique, des documents et ceux qui sont élus mettent du temps à découvrir, à pénétrer. Deux mondes différents.